Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Qui es-tu? Salut, donc moi c'est Thomas. Je suis franco-ivoirien, récemment diplômé, je suis rentré en Côte d'Ivoire il y a quelques mois et je suis entrepreneur chez M Studio. Ok, et avant la Côte d'Ivoire, t'étais où? Avant la Côte d'Ivoire, j'ai fait l'Italie, la Côte d'Ivoire, l'Angleterre, la Côte d'Ivoire. Et là je suis rentré pour de bon. Ok, tu t'as fait de l'alternance avec la J'ai fait Côte de d'Ivoire. l'alternance. Trop cool. Qu'est-ce que tu fais ici à M Studio? Donc je travaille sur Jolly. Jolly c'est une start-up donc, qui est incubée au sein de M Studio. On a fini l'entrepreneur in residence il y a 2 mois. Et c'est une plateforme d'approvisionnement, une plateforme digitale d'approvisionnement de tout ce qui est restaurant, hôtel et cantine. Ok, et de manière hyper pragmatique, qu'est-ce que ça résout comme problème que vous avez identifié? Donc, en fait, la manière dont ça marche aujourd'hui, c'est des femmes qui se lèvent à 4 heures du matin pour tout ce qui est maquis de l'informel, en fait, qui est notre clientèle cible. Mhm. Donc, c'est des femmes qui se lèvent à 4 heures du matin, qui prennent le baka ou l'oro, je sais pas si tu as eu le temps de les Bah, voir, que je l'ai, ouais. et qui vont jusqu'au marché, qui cherchent les produits pendant 2 heures, elles vont d'étal en étal, les prix ont changé par rapport à la veille, les produits sont pas disponibles, donc c'est très compliqué. Elles font leurs courses, elles sortent du marché, elles cherchent un taxi privé parce qu'elles peuvent pas prendre le transport en commun pour rentrer au restaurant, donc ça met encore une demi-heure. Et puis elles rentrent au restaurant, elles ont payé 2500 francs de transport et elles peuvent enfin commencer à cuisiner après 4 heures de galère. Donc nous, on va les livrer directement à l'heure qu'elles veulent, des produits de qualité et à peu près 15% moins cher que le marché. Ok, bon là ton problème il a l'air assez clair et net. En tout cas, tu nous rends bien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'accompagnement par M Studio? Je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à parler avec M Studio, mais j'avais pas d'idée précise, de projet précis en tout cas. Donc je suis rentré dans le M Studio avec l'idée de faire quelque chose dans le secteur de l'agritech, mais voilà, ça allait pas plus loin que ça. Donc on a commencé l'entrepreneur in residence et il y a un programme fixe semaine par semaine avec des objectifs à atteindre, des ateliers, ils nous aident à vraiment raffiner tout ça. Et donc on a regardé tous les business models qui existaient en Afrique de l'Ouest, enfin en Afrique anglophone, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au business model sur lequel on est aujourd'hui. Et après on a passé 3 mois à faire donc l'étude de l'extérieur concrètement, à parler avec les fondateurs de ces boîtes à l'étranger, etc. L'enquête terrain pour voir si c'était adaptable ici. Et puis après tout ce qui est, ils nous aident à faire tout ce qui est projection financière, UI, UX, etc. avant d'arriver au comité d'investissement final devant les VC. Et ça, t'es à quelle Donc on a passé le comité d'investissement en janvier pour lequel on a eu un feu vert. Donc maintenant on est en phase d'incorporation, etc. Ok, c'est quoi les prochaines grosses étapes qui attendent ta boîte? C'est une grosse étape, donc une fois qu'on est vraiment incorporé, on va pouvoir vraiment lancer les activités, recruter une équipe solide pour la première année. Et on a pour objectif d'atteindre 100 clients d'ici la fin de la première année, de valider notre modèle économique et vraiment de mettre en place toute notre logistique parce qu'on est assez lourd en logistique. Vivre à Abidjan, quand on n'a pas grandi ici. Bon, toi, tu as fait des allers-retours, mais si tu arrives à te projeter un peu à la place de quelqu'un qui hésite à venir et qui connaît pas, est-ce que tu peux décrire un peu le quotidien? En quoi est-ce que tu penses que c'est une opportunité aussi en termes de business? En gros, je m'appelle Martin, je suis entrepreneur en Europe et je me demande si ce serait pas intéressant de venir entreprendre ici, par exemple, avec M Studio. Bien sûr. Euh, par quoi commencer? Déjà, il y a tout à faire. Il y a tout à faire et c'est maintenant. C'est pas dans 5 ans. C'est un peu aussi la réflexion que j'avais en sortant de master en me disant, bon, je sais que je vais rentrer dans 5 ans, est-ce que j'attends? Non, en fait, c'est maintenant. C'est le moment de venir, mais il faut être sur place. En fait, ça sert à rien de faire les choses à distance. Il y a beaucoup de gens qui veulent être ici en étant à distance. Je pense qu'il faut venir sur place pour vraiment comprendre les choses et accompagner tout le monde. Et Abidjan, c'est quand même vraiment dynamique. On a la chance d'avoir eu une économie relativement prospère sur les dernières années qui fait qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui. C'est un pays relativement stable et c'est une bonne porte d'entrée pour la sous-région, surtout quand tu viens de l'étranger. Euh, c'est assez facile à vivre. Je sais pas si tu as vu, les gens sont quand même très cool. Ouais. C'est facile. Il y a plein de choses à faire en dehors du travail même. C'est quand même un cadre de vie qui est absolument incroyable. Euh, donc ouais, donc c'est une bonne transition en tout cas pour ceux qui veulent venir en Afrique. Très facile d'accès et plein de choses à faire. Trop bien, et je suis hyper curieux de savoir dans les choses à faire. Donc quand t'es pas là en train de bosser, t'as quand même une vie. Ouais. Ça ressemble à quoi ta vie en dehors du taf? La vie en dehors du taf, c'est les sorties, les boîtes de nuit abidjanaises qui sont les tours. Et c'est même pas une boîte de nuit par soir, c'est à Abidjan ici tu fais un tour. C'est-à-dire tu Ok. commences quelque part et tu fais 5 boîtes de nuit dans la soirée. Euh, Tout le monde fait ça, ça bouge bien, donc ça c'est sympa. Les week-ends ressemblent à ça. Après, souvent on va à Sini les week-ends où on bouge à l'intérieur du pays. Ça fait que tu fais une vraie coupure avec Abidjan qui est quand même un peu lourd parfois. Mhm.
Mais tu fais des coupures très facilement, tu es à la plage, il fait beau, il fait chaud, donc c'est cool. Ok. On a parlé à mort des opportunités et des avantages. Qu'est-ce que tu vois comme frein ou comme challenge quand même que tu as ou que tu vas avoir en tant qu'entrepreneur ici? Il y en a pas mal. Ouais, Nous, en tout cas, pour notre business particulièrement, le gap dans la value chain et dans le métier qu'on fait est tellement gros c'est un gros enjeu. En fait, il y a tout à faire, mais ce qui implique qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait, donc la base n'est pas forcément assez solide. Donc on doit construire cette base pour pouvoir opérer. Donc ça, c'est un vrai challenge. Que ça parte donc nous, de notre côté, c'est que ça parte des producteurs à l'intérieur du pays, c'est très informel, agréger tout le monde, etc. C'est un vrai challenge. Et ça découle jusqu'à notre client final où c'est vraiment tout va être compliqué. Donc c'est vraiment bien installer ses process, bien réfléchir à tout ça avant de se lancer et pas se brûler les ailes. On était avec Assis ce matin qui est plus ou moins commercial pour Wave et qui nous expliquait les centaines et les centaines de rendez-vous qu'il a fallu avec des commerçants pour leur faire utiliser l'application. Ouais. Donc tu as une éducation au sens business du marché de ton produit, je suppose. Complètement. Une vraie éducation, mais nous, c'est ce qu'on veut pas non plus. On fait déjà beaucoup de disruption dans les habitudes d'approvisionnement des gens. Donc on veut pas trop les disrupter avec une application tout de suite. C'est pour ça qu'on fait une transition un peu. WhatsApp est beaucoup utilisé ici. Donc on regarde un peu pour plutôt faire une transition sur WhatsApp pour leur permettre de passer leurs commandes, etc. De faire un truc quand même bien qui nous permet de récupérer de la donnée, etc. Mais qui change pas trop leurs habitudes en termes de tech. Et j'ai entendu qu'il y avait quand même un taux d'analphabète assez fort. Ouais. Je sais pas si tu l'as, mais je l'ai plus. Comment tu fais pour créer une application quand les mots ils sont pas toujours compris? C'est très compliqué. C'est pour ça que les images sont très importantes. Et c'est vraiment une question d'aller sur le terrain pour tester ton truc, voir ce qui marche, voir ce qui est compris par les gens. Parce qu'on a beau développer des trucs qui sont très beaux chez M-Studio, avec les équipes, etc. Mais en fait, si sur le terrain ça marche pas, c'est vraiment une question d'aller sur le terrain tous les jours, vérifier que ce que tu fais, tu es dans la bonne direction. Et après, ça ira. Et toi, tu le fais au quotidien quasiment? On l'a fait vraiment 3 fois par semaine, on est sur le terrain, on vérifie tout, on leur pose des questions. Alors parfois, ils en ont marre. Ouais, mais oui, on m'a dit que je pouvais pas l'interviewer ici parce que tu avais déjà fait toute la zone. Là, tu vois, ici à côté, là, ils en peuvent plus que j'aille les voir, leur poser des questions. Mais en vrai, c'est ce qui nous permet aussi de faire les choses correctement. Est-ce qu'ils comprennent quand tu vas les voir pour leur poser des questions ce que tu fais et pourquoi tu le fais? C'est un challenge. On a raffiné notre pitch. C'était tout notre truc de l'EIR. C'est qu'au début, tu vas avec ta belle phrase d'accroche. Jolie. En fait, ça leur parle pas du tout. Ils comprennent pas pourquoi tu es là. Déjà, ils ont pas confiance de base. Et donc, il va vraiment raffiner notre pitch pour que ça leur parle. Et ça, c'est pareil. C'est en allant sur le terrain que tu comprends, tu arrives à savoir ce qui parle et ce qui parle pas aux gens. Quoi. Là, dans les prochaines steps qui vont t'attendre, si jamais tout se passe bien, je suppose qu'il va y avoir le recrutement. Ouais. Il va te falloir un jour un product owner, un sales. Comment ça se passe? C'est quoi le plan en fait quand tu es là? Je pense pas qu'il y ait de formation de product owner par exemple. Est-ce que c'est nécessaire d'aller chercher à attirer des talents d'autres pays? Est-ce que ça va être une nécessité peut-être de former des gens ici? C'est quoi le plan en fait? Toi, dans un an, probablement tu dois recruter des gens comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est? Là, pour le début, pour l'équipe du début, il y a vraiment des rôles comme le CTO. On a besoin de gens qui sont vraiment formés et parfois le niveau de formation fait que ici, tu peux pas les prendre s'ils ont été que ici ou s'ils n'ont pas été formés dans des grandes boîtes ou ce qui fait que c'est compliqué de les prendre en termes de... Donc il y a ce sujet de formation localement. Mais après, il y a des postes pour lesquels, tous les postes logistiques, etc., tu peux pas prendre, même s'il est extrêmement bien formé à l'étranger, ça ne marchera pas parce qu'il n'est pas habitué à la logistique d'ici, tu vois. Donc c'est un équilibre en termes des fonctions dont tu as besoin pour chaque poste, de voir quels critères correspondent à des gens qui ont une expérience plus locale et d'autres qui ont une expérience plus internationale. Ouais, donc ça doit être un jeu d'équilibre entre quelqu'un ici qui est moins bien formé mais qui connaît mieux le terrain et quelqu'un de là-bas, enfin d'autre part, qui est mieux formé mais qui connaît pas du tout. Ça doit être intéressant. Trop bien. Les développeurs, tu me parlais de CTO, il y en a beaucoup. Est-ce que il y a comme un peu dans tous les pays de plus en plus de communautés de geeks, ça en est où le développement informatique ici? On n'y est pas encore. On n'y est pas encore et en fait, il y a une vraie fuite de talent en termes de développeurs. C'est-à-dire que une grande majorité des développeurs ici se font chasser par des boîtes en Europe, en France, etc.
Et ce qui fait qu'il y a une vraie fuite de talents, qu'il n'y a pas beaucoup de talents locaux qui restent. Ok. Donc ça reste un C'est un sujet et c'est un vrai enjeu. Tout ce qui est, tous les rôles vraiment tech, c'est un vrai enjeu pour les startups ici, je pense. Et je te Et pose. tout le monde le sait. Donc les gens essaient de piquer un peu les talents qui sont ici. Tous les talents qui sont ici, du coup, sont vraiment demandés. Non, mais enfin, on l'a dit plusieurs fois, et ce que tu me dis là me permet de te pitcher. Est-ce qu'il faut pas faire des bootcamps en mode wagon Si. de, je sais pas, 6 semaines, Complètement. où tu formes peut-être même gratuitement des gens, et à la fin, ils sont employés direct dans des startups. Complètement. Ça n'existe pas, ça? Je crois, il me semble qu'il y a un espèce de bootcamp à Abidjan, Ok. mais c'est pas encore à l'ampleur nécessaire pour le besoin. Ok. Mais carrément, c'est un vrai sujet et une énorme opportunité pour ici. Super. En termes de branding, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et je pense être plutôt pas mauvais, évidemment, en France. À quel point ça rebat toutes les cartes en termes de storytelling, de branding, de couleurs. Est-ce qu'il y a quand même des codes qui sont les mêmes et qui marcheraient en Europe et qui marchent bien ici? Ou faut vraiment, quand tu entreprends ici, casser tout ce que tu as, dont le branding, et recommencer presque à zéro? Visuellement parlant, tu veux dire? Ouais, enfin, le branding, un bon exemple pour moi, c'est est-ce que c'est un truc qui marche? Et puis, peut-être même plus globalement, à quel point ce fait d'avoir nos repères occidentaux sur les applications, les startups, peuvent être dupliqués, ou il faut vraiment faire l'effort de tout le temps tout casser. Non, il faut faire l'effort de Ouais. tout casser, je pense. Tu peux prendre une base, c'est toujours bien d'avoir une base, mais il faut que tu la testes et que tu vérifies qu'elle soit, de la manière dont elle est reçue, quoi. Ok. Parce que c'est vrai que les codes sont pas les mêmes, et donc tu viens avec ta perception à toi qui n'est pas la perception locale. Trop bien. La thèse, si j'ai bien compris, de M Studio, c'est de copier plus ou moins ce qui se fait, ce qui existe, soit en Afrique anglophone, soit dans d'autres pays émergents. Donc, soit copier un truc qui existe, soit peut-être synthétiser plusieurs choses qui existent. Dans ton cas, toi, comment ça a été quoi le process de copiage? Nous, donc il y a des grosses boîtes qui font pareil que nous. Il y en a, donc en Afrique, il y en a une au Nigeria qui s'appelle Wendy's, Ok. une au Kenya qui s'appelle Top Up Mama, il y en a deux en Égypte récemment qui m'ont levé qui s'appelle Supply Day One Order. Mais en fait, pour nous, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est que la star de notre business model, c'est une qui est en Amérique latine qui s'appelle Frumana, qui a levé près de 300 millions de dollars. Ok. Et en fait, tout notre process, c'était vraiment d'aller parler toutes ces entreprises, aux fondateurs, aux product owners, aux sales, etc., pour vraiment comprendre comment fonctionnaient toutes ces boîtes. Et souvent, ils sont très ouverts en fait C'était ma question, à parler parce que pour le moment, ils sont pas prêts de venir ici. Ils seraient très contents que nous on fasse le travail au début pour eux. C'est un peu la stratégie du studio, tu vois. C'est de monter des business models qui existent déjà à l'étranger, qui sont l'exit potentiel, c'est de se faire racheter par ces boîtes at scale. Et donc, ils sont généralement très ouverts. Même eux ont plein de questions sur le marché francophone, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai manque de connaissances entre les deux marchés. Donc ça se passe plutôt bien. Et sur cette thèse de copiage, à quel point on copie? Est-ce qu'on copie plutôt le résultat? Est-ce qu'on copie beaucoup le process qui a mené au résultat? Est-ce qu'on copie essentiellement le problème qui est adressé à la base? Est-ce qu'on copie la solution? C'est quoi, ça veut dire quoi copier en fait dans ce cas-là? En fait, le but c'est de pas perdre. Eux, ils ont fait 3 ans à adapter, c'est d'arriver au résultat où ils en sont aujourd'hui, qui marche plutôt bien, et de prendre ce résultat-là et d'essayer de l'adapter ici sans avoir à traverser toutes les étapes qu'ils ont eu à faire. Okay. Maintenant, tu vois, par exemple, nous, une des grandes questions qu'on se pose, c'est internaliser, externaliser la logistique. On fait des va-et-vient là-dessus, et eux-mêmes les ont fait. Donc vraiment, là, à chaque fois, on revient au même truc. Il dit, en fait, faut faire comme eux, tu vois. Ils ont internalisé ça, on internalise. S'ils ont externalisé ça, on externalise. Okay. Et après, on verra si ça marche. Bien évidemment, on adaptera c'est ça. Localement. Mais le but, c'est de prendre ce que eux font et de l'adapter. Donc ça doit être quand même un jeu entre, ok, ils ont fait ça, faisons-le, mais de savoir au bon moment dire, ok, dans notre cas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a un truc auquel je pensais tout à l'heure qui doit être marrant de ton business, c'est que sur le papier, tu fais du B2B. Mais en fait, dans les faits, c'est carrément du B2C. Si tu me parles de la mère de famille, en l'occurrence, qui va le matin faire le marché, c'est carrément un individu. Donc toi, tu te considères comme une boîte B2B ou B2C? Je considère comme une boîte B2B. Ouais. Non, je considère comme une boîte B2B. Mais qui a quand même des grosses caractéristiques B2C, surtout sur nos clients informels. Trop bien. Oh, Merci beaucoup, Thomas.